y est. Donc tout comme on avait fini Godzilla après beaucoup de numéros sur le sujet, bah là, ça y est, on aura fait le tour de One World Under Doom avec cet ultime sujet. Donc pour ça, on va commencer quand même par un petit récapitulatif, la toute dernière fois, et après on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire le titre principal de l'event, avant de donner mon avis sur l'ensemble de l'event, parce qu'en fait, j'ai lu vraiment tous les numéros qui sont rapprochés de près ou de loin. J'étais au taquet. Alors, One World Under Doom, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de 9 numéros écrits par. Ah oui, il faut peut-être que je passe les slides au fur et à mesure quand même. Écrits par Ryan North, dessiné par RB Silva et colorisé par David Curiel. Si je parle de celui qui a fait la colorisation, c'est pas pour rien parce que souvent je ne le cite pas. Là, je le cite parce que je l'ai trouvé de qualité. Donc North, Silva et Curiel, je trouve que sur l'ensemble, ils ont fait vraiment un très bon taf. Il s'agissait tout simplement de l'event Marvel pour l'année 2025. Il serait d'ailleurs plus juste de dire quand même event principal, puisqu'il y a eu quand même plusieurs events cette année. J'en dénombre au moins 3. Les autres étaient plus secondaires. Celui-là, c'est vraiment l'event principal, puisqu'il aura tenu quand même pas moins de 9 mois, donc c'est-à-dire presque l'ensemble de l'année 2025 au final. Un titre qui fait plus ou moins suite directe à l'event précédent, donc qui était Blood Hunt, et qui mettait en avant donc des vampires dans l'univers Marvel. Et comment tout cela s'est conclu, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon ça me fait remonter quand même vachement loin. Mais la conclusion de cette résolution, on va dire, de cet ancien event, c'est que Doctor Strange perd son statut de sorcier suprême, qui est récupéré donc par Doom, qui puis déjà est loin d'être un tocard déjà de base dans l'univers Marvel, mais qui là a une puissance, Doom, c'est une pas un magie tocard. monumentale, démesurée. C'est tout simplement jamais vu quoi. Donc de là, Marvel a mis en place un event, comme je vous l'ai dit, sur 9 mois. 9 mois pourquoi? Parce que 9 numéros pour une One World Under Doom, avec énormément de tie qui vont accompagner plus ou moins logiquement, avec plus ou moins d'intérêt, cet event principal. Je vous rappelle que tout ça sort en France, commence à sortir en France, puisque bah, ça y est, c'est sorti depuis la semaine dernière, à travers 2 titres en format souple, mais que vous pouvez avoir aussi en format cartonné, en un peu plus cher. Panini. Là, je vous ai mis les 9 covers principales que je trouve cool. Alors, il y en a que je préfère à d'autres, ça c'est plutôt évident. Mais de manière générale, franchement, elles sont quand même très bonnes. J'adore la première, la principale, celle qui Mhm. avait même annoncé l'event, qui était une cover aussi avec un aspect marketing derrière, en mode ça y est, l'empereur Doom est là. Vous voyez vraiment sortir, on va dire, les grosses cartes. Mais il y en a quand même d'autres aussi qui valent le détour. Celle en bas au milieu, donc qui est la numéro 6, celle en haut à gauche qui est la numéro 1, Mhm. et celle en bas à droite qui est la numéro 9. Pardon, je pensais que vous voyiez ma souris. Mais là, je viens de vous dire celle que je préfère, mais globalement, je pense qu'on est d'accord. Franchement, elles envoient toutes du lourd. Ça faisait quand même plaisir à voir. Pour ce qui est, sinon, donc, du dessin et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la colorisation, franchement, c'est impressionnant. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Encore une fois, j'en avais parlé déjà bah, il y a 9 mois, quoi, hein, limite, j'en avais parlé au tout début. Le dinosaure de Doom, mais il est magistral, quoi. Il est Mhm. vraiment beau, il a de la gueule. En termes de mise en scène, il y a aussi des choses intéressantes. En termes de découpage aussi, et en termes de colorisation, il y a un côté flashy, mais pas trop quand même. Et ce vert, quoi. Doom oblige, on va avoir beaucoup de vert en fait Comme sur la chaîne. dans ces 9 numéros. Et ouais, ouais. Et mais ça sous-entend un travail assez incroyable parce que bah, ça sous-entend que tu dois jouer sur les nuances de vert. Et là, bah, tu vois tout ce qu'il est possible de faire. Et franchement, ouais, franchement, il y a un sacré travail. Donc, en termes de dessin, moi, personnellement, je trouve que c'est un titre assez impressionnant, sans réelle fausse note. Euh, Franchement, ouais, très impressionnant de Hervé Silva. Alors, ce n'est pas un auteur qui enfin, un artiste qui, moi, est dans mon top 5, mais par contre, c'est un artiste que j'ai quand même toujours beaucoup apprécié de manière globale. Heu,
J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Donc là, ici à gauche, enfin, regardez ça, c'est magnifique avec le And Only Doom Can Save Us. Elle est parfaite, cette planche. Elle est parfaite, pardon, cette planche. Elle est vraiment parfaite en termes de composition, en termes de couleur, avec les mains, avec le bébé, le regard de la femme et la petite phrase qui va bien. Mais c'est super. Là, ici, vous voyez encore une fois les fameuses nuances de vert dont je vous ai parlé, de vert et de jaune. Mais c'est sublime, quoi. Avec cet effet de profondeur, mais franchement, il y a du boulot, quoi, dans cette case, quoi. Vraiment très, 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 très impressionnant. Et je vous en ai mis encore d'autres. C'est beau, hein. Toujours. Hop là. Puis, mais c'est vrai que juste Ah, au-delà du dessin, par exemple, il y a souvent le truc d'être juste dessiné de Doom en plongée, quoi. Enfin, vraiment en contre-plongée, du coup. Voilà, rien que voilà, c'est pour le rendre vraiment imposant, quoi. bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux voir un peu, on va dire, 2 façons de procéder. Ici, tu as un aspect un peu plus, cinématographique, un peu plus, on va dire, académique, j'ai envie de dire, qui est basé, sur la logique, sur, ta perception. C'est-à-dire que tu as, le point de vue un peu sur le bas, en contre-plongée, comme tu dis, donc tu vois Doom, du bas, mais aussi en incliné, donc tu as l'impression qu'il a des pecs gigantesques, qu'il est puissant, qu'il est fort, en plus devant le pupitre, parfait, la main levée, c'est vraiment, c'est travailler pour en imposer. Et à côté de ça, à gauche, tu n'as aucun code véritablement qui est repris. Tu as un côté un peu plus brut, on va dire, où là, tu as plus le dessinateur, en vérité, qui use là de son propre talent, et non pas, on va dire, de ce qu'il a appris pour, je me comprends, pour rendre une case, on va dire, super efficace. Quoi. La case de gauche, elle est magique, quoi. Elle est super belle. Et là, c'est pas un effet de contre-plongée, machin, où c'est quelque Mm. chose limite que tu pourrais étudier dans une école de cinéma. Là, c'est vraiment le mec, il a pris une feuille, il a dessiné Doom, le visage de Doom. Mais regardez le visage de Doom, quoi. Entre le côté usé, les petites flammes, les couleurs dont je vous ai parlé, le vert, on dirait qu'il est en train de cracher du feu, quoi, un peu comme un dragon. Mais c'est magnifique, quoi. Je trouve ça vraiment sublime. Donc, en termes de partie graphique, personnellement, je trouve qu'il y a rien à dire. Les cases qui sont un peu en dessous se casent vraiment sur les doigts de la main. Dans sa globalité, c'est vraiment très, 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 très bon. Sinon, pour le reste, on peut diviser un peu cet event One World Under Doom, on va dire, en 4 parties, j'ai envie de dire. La première partie va être composée des numéros 1 à 5, où on va voir toute la puissance de Doom. On va vraiment voir le monde sous la coupe de Doom. On va le voir en tant qu'empereur du monde et massacrer un peu tout le monde. Au niveau des numéros 6 et 7, on va voir plus la chute politique du personnage. Au niveau du numéro 8, qui avait été teasé par l'auteur comme étant le plus important en termes de retournement de situation, il n'a pas exagéré. C'est un numéro assez incroyable. C'est un gros, gros, gros numéro qui est, je pense, fondamental dans l'event, mais aussi pour la suite de l'univers Marvel. Et le numéro 9 met en place les conséquences en fait de ce qui s'est passé dans le numéro 8 et ça t'introduit clairement ce qui va arriver après. Euh, donc dans les 5 premiers numéros, c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur toute la puissance de Doom. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de crossovers Marvel, notamment les anciens crossovers Marvel, où voilà, tu as un super vilain qui, pour une raison ou pour une autre, a parvenu à tirer son épingle du jeu et à dominer les autres, s'impose par la force. Et pourquoi il est toujours au-dessus des autres? Parce que personne n'arrive à le battre physiquement. Ici, ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant, c'est que on te présente Doom comme étant vraiment le leader mondial légitime, on va dire. Ici, il y a une force, on va dire, politique, avant qu'il y ait avant tout une force physique. Déjà, de base, il y a la présentation du personnage. On te dit clairement que Doom est parfait pour être euh, l'empereur du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, Doom est au-dessus de l'argent, Doom est au-dessus de l'envie, Doom est au-dessus de tout.
Donc, de base, c'est quelqu'un que tu ne peux pas pervertir. Si tu ne peux pas le pervertir, t'enlèves déjà, je suis désolé messieurs, hein, mais tu enlèves déjà les trois quarts des politiciens, hein, je veux dire. Donc voilà, il ne peut pas être perverti, donc c'est déjà un gros point positif pour lui. Juste avant, il avait clairement dit aux Avengers, je vous rappelle que vous n'avez pas dégagé Red Skull, je me suis occupé de Red Skull, j'ai fait ce que vous n'avez pas eu les 1-1 de faire, à peu de choses près, hein. Donc c'était voilà, tout ça, c'est à mettre entre guillemets à son crédit. Ça va dans le sens du, vous voyez, je peux, euh, je suis pas un tyran, je peux faire quelque chose de bien en étant l'empereur du monde. Euh, et les premières décisions qu'il met en place vont effectivement dans ce sens. C'est-à-dire que déjà, il part du principe que euh, à partir du moment où il a pris le pouvoir, tous les pays sont à présent des provinces de l'Advérie. Et étant donné que vous faites toutes partie d'un tout, que vous êtes tous des provinces d'un même pays, vous n'avez pas à vous faire la guerre. Donc, en une journée, il met fin à la guerre. Et si vous continuez de vous faire la guerre, après, vous faites la guerre à Doom. Donc, il vaut mieux s'arrêter. Donc, en une journée, il met fin à la guerre. Il met en avant il met en avant un programme d'éducation. C'est pas tout à fait ça. Donc, il veut que l'instruction soit accessible et que tout le monde ait, s'il le désire, un même niveau d'instruction. Mais ce qui est génial, c'est que lui, c'est ce qu'il décrète. Il veut que ce soit fait comme ça. Par contre, et ça, c'est génial parce que je trouve que c'est une belle critique, il ne dit pas je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il dit non, non, non. Il dit je veux que ce soit fait comme ça. Et clairement, le gouvernement a le pouvoir pour que ce soit fait comme ça. C'est juste qu'il ne le fait jamais. Donc à partir de maintenant, les gars, vous allez le faire. C'est super. C'est super parce que non seulement ça donne du crédit au personnage de Doom en tant qu'empereur, mais en plus, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Donc c'est techniquement, on pourrait se donner les moyens, alors pas à ce qu'on ait tous le même niveau d'instruction, mais en tout cas à ce que tout le monde ait accès à ce même niveau d'instruction. Et de nos jours, c'est pas le cas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très chouette. Ça a l'air de rien aussi, mais il a le don de l'éloquence, hein, quand même. En tout cas, au moins dans cet event, c'est pas forcément le cas, ça dépend du scénariste. Mais au moins dans cet event, il a clairement le don de l'éloquence, puisqu'en fait, ce qui est génial, c'est que on lui dit qu'à peu de choses près, bah, que c'est un facho, enfin, qu'il a pris le pouvoir et puis il l'a gardé. Ils disent à Docteur Doom, à Docteur Fataliste, on n'est pas libre, il n'y a pas de consentement, donc c'est du fascisme. Et lui, ce qu'il répond, c'est pas du tout, parce qu'en fait, le monde est à présent basé sur la vérité. Et en fait, c'est juste que cette vérité ne vous plaît pas, mais du consentement, il y en a. Et donc, c'est pas du fascisme. Et c'est ça qui est génial, c'est que pendant beaucoup de numéros, on ne va pas spoiler, hein. Pendant beaucoup de numéros, ils vont essayer de voir, les super-héros, comment est-ce que Doom a pu contrôler les leaders du monde. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Doom, c'est l'empereur du monde, mais les systèmes, les gouvernements sont maintenus. C'est juste que lui, il donne des décrets, et après, vous avez intérêt à suivre ces décrets. En mode, vous faites pas la guerre, vous faites ci, vous faites ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais les systèmes sont encore en place. Et du coup, ici, ce que j'ai trouvé vraiment génial, ils sont en train donc d'étudier comment est-ce que Doom a pu manipuler donc tous les leaders du monde. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'il les a remplacés par des Doombots? Est-ce que c'est magique? Donc je ne vous donne pas la réponse parce que je ne veux pas spoiler, mais ce qui est génial, c'est que Doom lui-même, lorsqu'il comprend que les super-héros sont en train d'étudier la question, il répond, ce n'est pas magique, c'est la nature humaine. Et cette phrase, elle est géniale parce que de nouveau, ça en dit long sur les capacités de Doom, mais ça en dit long aussi sur notre triste condition d'être humain, quoi, on va dire. Et ça, c'est génial. Et je peux vous le dire sans que ce soit spoilant. Donc c'est très 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 cool. Il y a aussi quelques phrases. Franchement, les scènes de micro-trottoirs sont vraiment bien trouvées. Là, je pense à. Alors, bien évidemment, tu as toujours moyen de contredire, mais ça donne matière à réfléchir et je trouvais ça génial. Donc il y en a un qui dit, c'est pas aussi simple, mais ce qu'il dit,
s'apprête à sourire quand même, parce qu'il dit, donc, je comprends pas. Le mur de Berlin, il est détruit, c'est bien. Doom, du jour au lendemain, il te détruit tous les murs et c'est pas bien. On m'explique? Il a pas Non, tort. c'est pas aussi simple que ça, mais la phrase, Hmm, c'est vrai, elle te hmm. ça c'est intéressant, on va dire, comme observation. C'est bien évidemment, c'est pas aussi simple, mais ça c'est assez intéressant comme observation. Oui, parce qu'en fait, il abat tous les murs, hein, il y a plus de frontières. Tu peux, aller, travailler aux États-Unis, si tu en as envie. À partir des, numéros suivants, tu vas mettre en place tout doucement la chute de Doom et comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, ça va pas être la chute physique de Doom, ça va être la chute vraiment politique. Il y a carrément un débat télévisé hein, entre Doom et Mister Fantastic. Et ce qui est génial, c'est que Mister Fantastic perd. Pourquoi? Parce que Doom a ce don de l'éloquence, comme je vous l'ai dit. Et du point de vue vraiment de l'argumentation, du point de vue de ta tête, les deux sont présentés comme étant de force égale. Les deux ont leur logique à eux, mais ils ont une certaine logique. Ils ont le même niveau d'argumentation, si tu veux. Là, ce qui est totalement différent, c'est que malgré les apparences, Doom utilise des arguments liés à la logique, mais il y a aussi une force de persuasion. C'est-à-dire que Doom utilise sa tête, mais il utilise aussi son cœur pour parler. Et on le sait, ce n'est absolument pas une arme que Red Richards possède. Richards est extrêmement maladroit avec les autres êtres humains. Il ne sait pas s'exprimer envers autrui. Ça a été mis en place comme ça depuis la nuit des temps concernant ce personnage, donc depuis les années 60, et ça n'a toujours pas changé. C'est quelqu'un qui est extrêmement maladroit avec ceux qui l'entourent. Et même avec la femme invisible, il a mis un temps monstrueux à pouvoir s'exprimer convenablement avec elle. Et même encore aujourd'hui, c'est pas rare qu'elle sous-entende qu'il est un peu maladroit, qu'il ne sache pas s'exprimer convenablement. Mais ce n'est pas le cas de Doom, mine de rien. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est juste, mais ça veut dire qu'il arrive à toucher des cœurs. Pas tous les cœurs, mais il arrive à en toucher, tandis que Richards n'en touche zéro. Donc ici, le débat télévisé est largement maîtrisé pendant une longue période par Dr. Doom. Pourquoi est-ce que ça finit par changer? Encore une fois, sans trop spoiler, parce que ça y est, les super-héros ont enfin réussi à voir ce qui se passait en Latverie et ils l'ont fait découvrir au reste de la planète. Donc la Latverie, depuis que Doom a le pouvoir, il y a un gros dôme. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. Il y a un immense dôme au-dessus de la Latverie qui est totalement impénétrable. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'Adverie à ce moment-là. Ce n'est pas un spoiler, c'est expliqué dès le premier numéro. Et c'est à partir du numéro 5-6, 4-5, que l'on sait ce qui s'y passe et que l'on le montre au reste du monde et que ça y est, Doom commence à perdre ses moyens, Doom commence à s'énerver devant la caméra, devant la population mondiale et que clairement, il commence à chuter d'un point de vue politique et que du coup, on est prêt pour le côté un peu plus Marvel de la chose, à savoir la baston. Et concernant la défaite finale, elle est super. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs choses quand même qui ont été mises en place pour qu'on puisse penser que les super-héros allaient être dans la merde. Quand même. Donc, il y avait le côté sorcier suprême, donc c'est-à-dire surpuissance. Enfin, vraiment, il avait déjà eu donc des affrontements physiques avec certains personnages. Il s'était à chaque fois fait plier en deux, tous les autres, hein, vraiment. Donc, il y a une puissance physique, magique, tout ce que vous voulez, qui était totalement démesurée. Il avait le monde, et notamment les leaders du monde, à sa botte. La Latverie qui était impénétrable. Et il y avait une certaine, comment dire? Heu, une certaine légitimité, on va dire, par rapport à ça. S'il était là, c'est parce que les gens l'ont voulu. Donc, c'était du coup difficile de l'affronter avant qu'il y ait ce retournement politique. Il fallait d'abord le faire passer pour ceux qui enfin, montrer plutôt qui il est véritablement, avant de s'attaquer à lui. Parce que si c'est pour avoir le reste de la planète après sur ton dos, ça sert à rien. Donc ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et de par cette toute-puissance qu'il avait, c'était devenu presque un être omnipotent. Hein.
La façon, dont ils allaient, la façon qu'ils allaient utiliser pour pouvoir le battre, franchement, elle était assez, difficile à trouver pour le lecteur. Ou alors ça on s'attendait à un truc un peu tordu, ça allait s'annoncer un petit peu compliqué quand même. Et finalement, non. Ils ont trouvé, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc pareil, je vais pas vous en parler pour ne pas vous spoiler, mais sachez que non, c'est pas tiré par les cheveux, c'est parfaitement logique, c'est chouette, c'est il y a beaucoup d'émotions, c'est même triste, on va dire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc défaite finalement, heu, qui s'explique, qui est parfaitement logique et qui, ben, comme je l'ai un peu teasé tout à l'heure, mine de rien, est assez lourde de conséquences pour la suite de l'univers Marvel. Alors, au niveau des conséquences, qu'est-ce que je peux dire du coup sans trop, vous spoiler la tronche? C'est un peu compliqué. Bon, je pense que vous pouvez vous en douter, au moins le statut de sorcier suprême change, puisque sinon il serait toujours empereur du monde. Donc, le statut de sorcier suprême change. Si vous avez suivi, l'actualité américaine, normalement vous savez d'ores et déjà qui c'est. Sinon, bah, pour la France, vous allez devoir attendre bien encore, 8-9 mois, donc vous avez encore le temps, hein. Mais sachez que nous savons donc du coup qui a pris le relais. On ne sait pas encore comment ni pourquoi, mais nous savons qui a pris le relais. On apporte aussi une conclusion à l'event d'avant, donc qui est Blood Hunt, puisque je vous le rappelle qu'il y a encore des vampires dans l'univers Marvel. Ici, j'ai l'impression qu'on apporte quand même tout doucement une conclusion à ce qui s'est passé avant. En tout cas, on ne laisse pas ce qui s'est passé avant entre parenthèses. On ne l'oublie pas. Il y a une idée de continuer quand même avec ce qu'il y avait eu. Et en termes de conséquences, il y a quand même aussi un changement de statu quo pour bien 2-3 personnages. Sans dire qui, il y a quand même des changements assez brutaux. Donc autant dire que contrairement à beaucoup d'events où tu sais que tu vas avoir peut-être une lourde conséquence, mais très peu de temps, ici, tu as des conséquences assez moyennes, mais un peu plus nombreuses, et je pense qu'ils vont être installés quand même sur une durée un peu plus longue, selon moi. Ah ouais, cette case-là, elle est magique, quoi. Je la trouve, euh, je la trouve sublime. Donc, au niveau du verdict, concernant l'event principal, donc les 9 numéros de One World Under Doom, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est difficile de vous le conseiller en France parce que franchement, avec Panini Comics, ça va coûter la peau du cul. Mais en tout cas, s'il le propose un jour ou l'autre en relié, là par contre, à ce moment-là, je vous le conseille largement. J'ai trouvé ça très, très, très chouette. Donc c'était vraiment cool. Encore une fois, en termes de répercussions en plus, il y en a quand même pas mal. La fin est logique, bien amenée et encore une fois assez émotionnelle. On prend pas le lecteur pour un imbécile. C'est pas toujours le cas, hein, précisons-le. Donc là, c'était vraiment cool à lire, c'était vraiment chouette. Après, et comme souvent, si on prend l'event dans sa globalité, tous les tie n'étaient pas indispensables. Je dirais même qu'il y en a une bonne moitié qui était plus anecdotique qu'autre chose. C'était plus un changement de direction, mais qui n'apportait rien à l'event en lui-même. Donc je pense à Doctor Strange of Asgard, par exemple, qui aurait dû être une série avec quand même de lourdes conséquences, enfin, avec des liens évidents, alors que finalement là, il n'y en a pas du tout. Et à l'inverse, tu as d'autres séries comme par exemple Red Hulk, qui a un lien un peu plus direct, tout comme les New Avengers, donc les Thunderbolts, l'équipe des Thunderbolts, qui, euh, qui a aussi un twist final sur la fin qui permet de rebondir sur l'event One World Under Doom, où là c'était déjà un peu plus sympa. Mais au niveau des tie il est évident qu'il faut faire quand même un petit tri, contrairement à l'event principal dans son ensemble, donc des 9 numéros One World Under Doom, qui eux, dans leur ensemble, sont quand même pas mal du tout, selon moi. Voilà, voilà, voilà les amis. Sacré event quand même, ça aura duré un bébé, un 9 mois. Ben, oh, pardon. Event assez costaud quand même, ouais, ouais. Franchement, ouais. Et j'ai hâte de voir si je me suis fait avoir comme un lecteur amateur en mode ah, vous avez vu, on vous a bien eu, en fait, on va tout remettre comme avant d'ici 2 semaines. Ou là, je vais péter un plomb. Mais si les répercussions sont maintenues quand même un peu plus longtemps,
il y a moyen que ce soit quand même assez intéressant et j'ai l'impression que pour l'instant, on prend quand même cette, décision-là puisque y on je sais qu'il y a un titre de Wheel of Doom qui fait office de d'épilogue. Hem, je sais qu'il y a Dungeon of Doom aussi, Ouais. donc pareil, qui traite, de ce qui se passe en Latverie lorsque Doom n'est pas là. Tout ça, ça va être quand même assez, ça va être assez intéressant à lire et je pense que ça, permettra aussi de répondre à la question que je viens de soulever, à savoir: est-ce que tout ça a servi à quelque chose ou pas? Est-ce que les répercussions vont véritablement être ancrées un tant soit peu dans l'univers Marvel? Ou est-ce qu'on va vraiment retrouver l'univers Marvel de base, assez rapidement? J'ai l'impression que, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine volonté de vouloir changer un peu quand même, hein. Enfin, je veux dire là, entre l'event One World Under Doom qui va te changer quand même quelques éléments dans l'univers Marvel. Ça va pas te retourner l'univers Marvel, hein, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il va y avoir des changements qui clairement, je pense, vont être maintenus. Plus Age of Revelation qui après ça va te retourner toutes les séries X-Men, ça a déjà été annoncé, donc ça sera à partir je crois de janvier, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Plus ce qu'on a terminé donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines, à savoir l'event Imperial qui lui t'a redessiné tout l'univers cosmique Marvel. J'ai l'impression qu'on a mis quand même pas mal de choses en place du côté de Marvel pour partir sur autre chose. Après, est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que cette autre chose va être maintenue? Ça, c'est encore une autre question, on le saura bien assez tôt. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais clairement, il y a eu une volonté de partir sur autre chose, sur pas mal d'univers. euh, et ils se sont donné les moyens de le faire. C'était pas toujours parfait. Par exemple, Imperial, c'était bien, mais c'est vrai que c'était assez expéditif. Mm. Autant là, lui, 9 mois, autant Imperial, 4 numéros, c'était plié. Pour redessiner tout un univers cosmique, ça méritait peut-être un peu plus. Mais Ouais. voilà, en tout cas, j'ai l'impression que, il y a une volonté de la part de Marvel de proposer quelque chose de différent. Après, c'est comme d'habitude, on va voir si, la réalisation est aussi belle que sur le papier.